Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième édition de la cérémonie Made in Dauphine. Chaque année, vous le savez, depuis 2018, sont mises à l'honneur les parcours, les initiatives, les entreprises de nombreux Dauphinoises et Dauphinois. Deux catégories cette année encore. Il y aura les prix Espoir pour les jeunes Dauphinois et puis il y aura les prix Experts, les Dauphinois un peu plus expérimentés, en tout cas ceux qui sont diplômés depuis plus de 10 ans. Alors vous le constatez, bien sûr, nous ne sommes pas dans les locaux de l'Université Paris-Dauphine. Cette interminable et visiblement loin d'être terminée crise sanitaire nous a en effet obligés à renoncer au plaisir de partager en réel ce moment qui est chaque année depuis 2 ans, moment de convivialité, puis c'est important aussi de réseautage. C'est donc en ligne, à distance, que nous allons vous faire vivre cette édition 2020, mais je vous rassure, tous les lauréats, tous les remettants ou presque à une seule exception, seront bien présents dans cette salle ici. Nous sommes à l'agence Hopscotch, nous sommes dans un très beau quartier, à 2 pas des grands boulevards et à 2 pas du célèbre palais Brongniart. Mais c'est donc bel et bien ici que tout va se passer. Je précise évidemment que vu le contexte et vu que de nouvelles annonces nous sont promises dans la soirée, toutes les règles de distanciation et de mesures sanitaires sont prises. Il y aura des désinfections des micros entre chaque passage. On prendra des précautions pour remettre les trophées. Et si vous le voyez sur ce plan large, il y a une place pour chacun des intervenants. Nous serons 3 maximum sur la scène pour respecter bien évidemment les règles en place depuis des mois maintenant dans notre pays. Merci en tout cas de nous suivre en ligne. Nous sommes ensemble pour un peu plus d'1 heure et on fera bien sûr tout notre possible pour rendre ce moment virtuel aussi chaleureux et aussi réel que possible. Alors je le disais, donc il y aura des prix Espoir au nombre de 4, plus le coup de cœur du jury, plus le prix spécial du jury, et puis 4 prix experts dans les catégories solidaires, catégorie business, mais aussi le coup de cœur des étudiants et bien sûr, comme chaque année, le Grand Prix Dauphinois 2020, programme très chargé, donc que l'on va débuter tout de suite après un court jingle en compagnie de Patrice Geoffron et de Christophe Chenu. Messieurs, bonjour. Voilà Christophe qui quitte son masque à l'instant, puisque je vous disais, on respecte les règles sanitaires. Le masque, c'est en coulisses et là, on essaie de se tenir à la distance réglementaire. Messieurs, donc bonjour. Patrice Geoffron, administrateur provisoire de l'Université Paris-Dauphine depuis le départ d'Isabelle Huot et jusqu'aux prochaines élections prévues à la fin du mois de novembre. C'est bien cela ? Début décembre, vous avez Début décembre. Le 3 décembre. Le 3 décembre, voilà, donc premier scoop de la soirée. Et puis Christophe Chenu, président de Dauphine Alumni. Je commence avec vous, Patrice. Je crois que vous teniez à adresser un bravo et un merci en tout début de cette cérémonie. Oui, dans mes fonctions, et Laurent Batch qui au premier rang confirmera, le boulot d'un président, même intérimaire, est avant tout de faire de la logistique. Et donc, premièrement, un grand bravo d'avoir maintenu cette manifestation. On passe notre temps à soit à distancier des manifestations, soit à les annuler. Et donc, d'avoir fait le pari il y a quelques mois, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, peut-être pas quoi qu'il en coûte, en tout cas quoi qu'il arrive, de trouver une solution, je trouve que c'est assez remarquable. Et puis par avance, et sans dévoiler naturellement la liste des lauréats, un grand bravo parce que je mesure ce que peut être le fait d'être lauréat dans une collectivité d'à peu près 90 000, 93 000, tu confirmes ? Oui, moi j'arrondis à 95. 95 000, voilà. Alumni, donc bravo pour tout cela. J'ai eu le plaisir de croiser d'anciens étudiants. J'avais vu dans d'autres disciplines il y a presque une quinzaine d'années qui ont pris des trajectoires qu'ils vous expliqueront tout à l'heure. Donc un grand bravo pour ça. Et puis par ailleurs, je vais être un peu plus solennel, un grand merci. Premièrement, parce que vous faites un bien fou à Dauphine, il faut que vous le sachiez. On a pu le mesurer tout récemment et à nouveau, ça concerne des gens qui sont là dans la salle. On a passé une période qui est une période assez importante de labellisation, label Equis. Alors si vous n'êtes plus dans le milieu, ça ne vous dit pas grand-chose, mais en tout cas c'est un label qui est important à la fois pour les universités qui sont dans nos domaines et pour les business schools. Donc c'est un moment à la fois d'investissement et de tension et on vous a mis en vitrine et je peux vous dire que le jury vous a adoré, donc bravo. Donc ça veut dire qu'en retour vous nous faites un bien fou parce que la probabilité est assez élevée qu'on ait in fine ce label et la mobilisation des alumni, y compris leur présence face au jury, a été un moment important. Et puis un merci un peu plus solennel, celui-là est vraiment solennel par avance parce que je sais qu'à distance, on a, j'allais dire, des vrais Dauphinois. Il y a des Dauphinois qui ne sont pas encore diplômés depuis 92.
et qui se posent des questions évidemment sur la suite du semestre, qui pour certains depuis des mois ont des cours à distance et qui évidemment in fine vont être très probablement diplômés, mais dans des conditions très différentes de ce que vous avez vécu, et qui se posent des questions sur leur stage, qui se posent des questions sur leur insertion professionnelle, et le fait d'avoir ce réseau d'alumni, évidemment pour eux, est une richesse, et cette richesse, eh bien, on aura à la mobiliser, à interagir. Et pour celles et ceux qui à distance ont des doutes, eh bien, évidemment, parmi les lauréats, ils trouveront beaucoup de raisons d'espérer. En souhaitant tous parmi les raisons d'espérer. Alors, je ne serai pas le prochain président, n'étant pas candidat. Il y a une certitude dans ce monde très incertain. En tout cas, il y a une certitude, c'est que je serai au premier rang l'an prochain, même si je ne suis pas conduit à vous dire quelques mots de bienvenue, au premier rang dans le grand amphi de Dauphine. Hein. Laurent doit pouvoir faire ça. Voilà, Laurent Bach dit ça, donc c'est garanti. On espère qu'on sera dans le grand amphi de Dauphine dans les prochaines semaines ou les prochains mois, je crois maintenant. Voilà. En quelques mots, on va voir un film sur les alumni. Quelques mots, Christophe Chenu, donc sur cette communauté, alors 95 000, un petit peu moins peut-être, mais on n'est pas loin d'une communauté très importante. Oui, alors moi j'ai coutume de dire qu'aujourd'hui, dans cet univers des business schools, des universités françaises et internationales, on est un des réseaux les plus puissants quand on additionne le quantitatif et le qualitatif, parce qu'effectivement 95 000 c'est beaucoup, et ce prix en est l'expression depuis maintenant 3 ans. Il y a une qualité également au sein de ces 95 000 qui fait qu'on a des jurys tous les ans avec beaucoup de candidatures de très haut niveau pour obtenir ces prix. Moi, l'un des points qui me paraît clé, c'est qu'aujourd'hui, un étudiant qui veut s'inscrire dans une université du type Dauphine, avec le niveau de concurrence qui est celui de l'université, il va évidemment choisir une qualité de diplôme, qualité d'enseignement, mais je pense aussi une qualité de réseau, parce qu'au bout d'un moment, le diplôme et l'enseignement, ça passe un peu au deuxième plan, mais le réseau pour faire du business, pour trouver un boulot, pour beaucoup de choses prend le relais. Et donc, c'est, je pense, le sens de tout le travail que l'on fait à Dauphine Alumni, c'est d'alimenter, d'animer ce réseau, de créer une entraide entre ceux qui sont installés et ceux qui arrivent. Surtout en ce moment, c'est extraordinairement important parce que les jeunes qui sortent, vous vous en doutez, ont beaucoup de difficultés, même pour un stage. Et le réseau d'entraide peut être évidemment très efficace. Et la dernière chose qui me paraît très importante, c'est que Dauphine a une particularité par rapport à beaucoup de grandes écoles, c'est la diversité, l'extrême diversité des personnes, des parcours, des formations, qui fait que pour un jeune qui a envie de travailler dans le sport, qui a envie de travailler dans le domaine artistique, qui a envie de travailler dans une ONG, dans une boîte du CAC 40 ou dans une start-up, il peut trouver dans le réseau de Dauphine tous ces profils-là, parce qu'on retrouve, et on le voit bien au niveau du jury, des gens qui sont parfois des artistes, parfois des sportifs, parfois des grands chefs d'entreprise, parfois des entrepreneurs, parfois des gens très engagés dans des ONG, qui ont suivi des parcours très mathématiques ou très finance ou très marketing. On a vraiment toute cette diversité, déjà à l'entrée, dans les formations et évidemment dans les cursus derrière. Je pense que pour un étudiant ou un jeune diplômé, c'est très important de se dire, si j'ai envie de me destiner à telle ou telle carrière, je peux appeler des alumni qui y sont, qui vont m'aider. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Patrice, je vais vous remercier, vous laisser retourner dans la salle. Merci beaucoup pour votre présence. Et je conserve à mes côtés Christophe Chenu. On va dans un instant donc parler et présenter un peu les coulisses de cet événement en compagnie de la vice-présidente du jury. Je vous dis tout dans un tout petit instant.
Voilà donc pour cette vidéo donc sur Dauphine Alumni. Ça fait du bien de voir des images de personnes sans masque, ça fait du bien de voir Dauphine, ça fait du bien de voir l'amphi. On espère qu'on y retournera vite, mais là voilà, c'était des images presque d'archives, mais qui seront un peu, j'espère, d'actualité d'ici quelques temps. Nous a rejoint Chloé Benjean, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-présidente du jury donc, de ce Made in Dauphine 2020, et la présidente devait être avec nous, c'est Leslie Serrero, la directrice générale France et Monaco de Fendi. Elle a pour des raisons personnelles, elle est dans un avion à l'heure où l'on se parle, donc elle n'est pas là. Et c'est vous, Christophe, qui avez très gentiment décidé de la remplacer au pied levé pour nous parler donc en compagnie de Chloé. Je vais faire de mon mieux. Chloé, je vous présente en quelques mots. Vous avez été à l'initiative aussi de la première édition en 2018. Vous étiez alors étudiante, hein, c'est bien cela? Tout à fait. Et alors depuis, la vie active, vous êtes dans le groupe AXA? Tout à fait. J'ai été diplômée il y a un petit peu plus d'1 an maintenant d'un Master 2 Affaires internationales à Dauphine, le Master 212. Et puis maintenant, je fais partie du graduate programme d'AXA et je travaille sur tous les projets d'offres en inclusion financière chez AXA. Alors donc ces prix, donc on l'a dit, il y aura les prix Espoir, il y aura les prix Experts, on y reviendra dans quelques instants plus en détail, puis il y aura bien sûr les remises des trophées. Christophe, si on revient donc sur la création de ce prix Made in Dauphine, de cet événement, ça s'est fait dans quelle circonstances? Je parle à vous deux, comment cela s'est passé? Alors, ça s'est fait à l'occasion des 50 ans de l'université qui avait lieu en 2018, où il y avait des réflexions sur un certain nombre d'événements pour animer l'année de ces 50 ans. J'avais été sollicité à l'époque en tant qu'ancien pour réfléchir à l'un de ces événements. Et j'ai proposé à l'époque de créer un jury qui représentait la diversité et les succès d'anciens dauphinois. Donc il y a une trentaine d'anciens qu'on a sélectionnés pour faire partie d'un jury qu'on a autoproclamé le gratin dauphinois, voilà, de façon très modeste. Et ce jury donc devait élire des lauréats Espoir et Experts. À l'époque, on n'avait pas encore cette segmentation. Et on s'est tout de suite dit, on ne pourra faire ça que si on s'appuie sur un groupe d'étudiants. Et Chloé a été la première à se manifester et à piloter un groupe d'étudiants en 2018 pour sélectionner et monter ce prix avec nous. Avec cette importance, Chloé, toujours donc du mix à la fois donc des parcours, des profils et des générations aussi, hein, c'est bien cela? Alors tout à fait, c'est vrai que parmi les caractéristiques du prix Made in Dauphine, on retrouve la diversité des parcours que Christophe a déjà mentionné, mais on retrouve aussi un mix générationnel aussi bien au niveau de l'organisation. Donc comme le soulignait Christophe, c'est un événement qui a été conçu il y a 2 ans par un groupe d'étudiants et par le jury. Donc ensemble, aussi bien pour définir toutes les caractéristiques du prix, mais aussi pour l'organiser, pour le représenter, etc. Et aussi bien aussi sur les lauréats, puisque comme vous allez le voir, il y a donc non seulement des lauréats experts, donc comme tu le disais Jérôme, qui sont des alumni au parcours déjà plus avancé, plus expérimenté, mais il y a aussi des lauréats espoir, puisque quand on a réfléchi au prix, on s'est dit, bon, on a envie de récompenser aussi de jeunes alumni, des startups qui sont très prometteuses. Et en fait, c'était compliqué de les comparer à des parcours déjà plus avancés et plus expérimentés. Et donc, d'où cette segmentation Espoir, Expert, et d'où cette organisation, je dirais, toujours alumni et étudiants main dans la main. Alors, l'un et l'autre, il nous reste environ 1 minute 30. On va voir quelques prix qui ont été remis lors des 2 premières éditions. Je commence avec vous, Christophe, sur la partie expert. On voit le patron de Michelin, Florent Ménégo. On voit la patronne de Céline. J'aperçois ma consoeur Dorothée Olyric, avec qui j'ai fait l'IPJ il y a quelques années, d'ailleurs, qui est à France Télévisions. Je vois aussi Catherine Chabot. On ne le sait pas, mais elle est navigatrice. Elle a fait aussi l'IPJ il y a quelques années. Quelques commentaires sur ces parcours. On a beaucoup insisté effectivement sur la diversité. On la retrouve là entre une femme qui travaille dans le football, une navigatrice députée européenne, une journaliste, un grand patron du CAC 40 ou des dirigeants, une dirigeante d'entreprise, un producteur de cinéma donc, qui va sortir son 3e OSS cette année. On aurait pu rajouter, on le verra tout à l'heure, un sportif de haut niveau qui remettra un prix qui a été décoré l'année dernière, récompensé l'année dernière. Donc montrer la diversité, ça c'est une chose, et puis également créer de la fierté. C'est-à-dire que je pense que c'est important pour les étudiants et les jeunes alumni de se dire « Ah oui, il y a quand même des gens comme ça qui ont aussi fait la même fac que moi, donc ça crée une espèce de fierté et une appartenance. » Et je pense que tous ces profils-là, chacun peut un peu se reconnaître dans ces parcours-là. On est passé donc à la catégorie Espoir. En quelques mots, Chloé, on voit de jolis parcours, des boîtes qui fonctionnent vraiment bien, Click and Vote, Meet My Mama, Frishti, bien sûr, beaucoup d'entre nous commandons. Mon petit goal ou gardien, je ne sais
plus, c'était pendant mon petit gazon pendant la Coupe du Monde. Tous, on faisait les pronostics dans les entreprises, etc. Il y a de jolis parcours aussi dans les catégories espoirs. Tout à fait, et puis qui continue d'évoluer, que ce soit Click and Boat, qui a continué de grandir via de la croissance externe, des levées de fonds pour certains. Enfin, on continue de les suivre, et c'est vrai que c'était des beaux parcours. Et vous allez voir, les startups de ce soir n'ont rien à envier à celles des années précédentes. Eh bien, je vous propose, Chloé et Christophe, de rentrer dans le vif du sujet avec la première catégorie du prix Espoir. Donc, on aura, comme à chaque fois, un remettant et un lauréat. Et pour cette catégorie des prix Espoir, il y a une vidéo à chaque fois. On commence donc par le premier prix Espoir. Il concerne Finnergreen. Je reçois Damien Ricordo et le remettant, donc je vous le disais, n'est pas avec nous. Bertrand Ciseaux, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Bonjour, bonjour. Voilà, je vous entends un peu loin, mais je vous entends, c'est bon. Donc, vous n'avez pas pu vous joindre à nous. Donc, merci d'être en duplex pendant cette cérémonie Made in Dauphine. Vous êtes directeur de la communication de BNP Paribas, sponsor important de cet événement. Et donc, on va parler avec votre poulain, donc à qui on remettra symboliquement le trophée, puisque vous n'êtes pas là, de Finnergreen. Damien Ricordo, en quelques mots, Finnergreen, rappelez-nous un peu le concept de votre entreprise. Alors, Finnergreen, nous, on est une banque d'affaires dédiée aux énergies renouvelables. Donc, on fait quoi? En fait, on lève des fonds pour des projets, des centrales solaires, des éoliennes, des projets de biomasse et des projets hydrauliques. Alors, Bertrand Ciseaux, donc, il était prévu que vous posiez, vous allez faire quelques questions à Damien. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur ce projet donc, qui est mis à l'honneur ce soir dans la catégorie Prix Espoir? Alors d'abord, j'ai pris le temps de m'intéresser au projet, à regarder le site parce que le financement de la transition énergétique est un sujet qui concerne vraiment BNP Paribas. Et non, mais déjà, j'avais envie de comprendre. Vous étiez dans un fonds de private equity avant, et donc vous basculez dans une vie d'entrepreneur et pour un projet qui est assez éloigné de ce que vous faisiez avant. Et c'est toujours intéressant de comprendre quels sont les déterminants de cette évolution et de ce saut. C'est vrai que j'ai passé, à la sortie de Dauphine, j'ai passé 5 ans au sein du groupe Edmond Rothschild, dans un fonds de private equity, donc 5 années où j'ai vraiment beaucoup appris. Mais finalement, après ces quelques années-là où j'ai beaucoup appris, j'étais plutôt en quête de sens et j'ai voulu mettre la finance au service de quelque chose de plus noble et on va dire au service d'une planète plus propre. Et c'est comme ça que je suis parti sur le financement de projets énergie renouvelable. Et alors, ça fait quoi exactement, Finnergreen? Aujourd'hui, en fait, on va surtout aider finalement comme des promoteurs immobiliers, mais sauf que c'est des promoteurs de projets énergie renouvelable. En fait, ils ont des projets, ils ont des permis et ils ont besoin de construire ces projets. On parle de projets qui sont de taille entre 10 et 100 millions d'euros. Et nous, on monte les financements pour ces projets pour qu'ils puissent être construits. Et on apporte à la fois la partie dette et la partie fonds propres pour ces projets-là. Mais la partie fonds propres, du coup, c'est un conseil que vous leur rapportez avec des tours de table que vous réussissez à monter pour eux, c'est cela? Ouais, exactement. Nous, on intervient vraiment comme un broker et finalement, on va structurer le financement, trouver les investisseurs au niveau mondial, mettre en place le financement bancaire et finalement, nous, on va toucher une commission une fois que le financement sera mis en place, donc au closing financier de l'opération. Et vous avez quelques beaux exemples peut-être à partager avec nous de ce que vous avez... Oui, mais je peux vous donner des exemples tout récents. On vient de faire une levée de fonds de 100 millions d'euros pour une société française qui s'appelle Cap Vert Énergie, qui est basée à Marseille et qui en fait fait des projets donc en France, au Chili, en Afrique et aux États-Unis. Et voilà, on a fait cette levée de fonds. Et un autre exemple un peu plus local, au Burundi, on vient de mettre en place un financement d'1 million d'euros pour monter un barrage de 10 mégawatts. Il faut savoir qu'au Burundi, il y a seulement 20% de la population qui a accès à l'électricité. Est-ce que vous investiriez, Bertrand Ciseaux, si vous aviez les moyens de rentrer dans le capital de Finnergreen? Est-ce que vous y entreriez? Moi, personnellement, pourquoi pas? BNP Paribas? Pourquoi pas non plus? Il faut qu'on se voit. Vous avez peut-être des relations déjà avec BNP Paribas, non? Aujourd'hui, pas encore suffisamment, on va dire. Et encore, parce qu'en fait, BNP Paribas fait des trop gros deals et on n'a pas encore réussi à trouver les échos pour travailler ensemble, mais je suis sûr que du coup, on y arrivera. Je vous propose
Je vous propose, Bertrand, voilà, de faire un rendez-vous réel vraiment donc, avec Damien d'ici quelques temps. En tout cas, on vous remercie vraiment d'avoir participé à ce duplex. On aurait aimé vous avoir ici, mais ce n'était pas possible. Merci beaucoup et merci bien sûr à BNP Paribas pour son soutien à Made in Dauphine cette année encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Très bonne soirée. Eh bien, Damien, on va vous remettre alors en physique quand même, et c'est Sybille Loboineau qui va s'en charger. Bonsoir Sybille, vous allez remettre ce prix, donc officiellement ce trophée de prix Espoir. On va faire une petite photo, donc restez bien assis. Voilà, merci beaucoup Damien. Vous restez là le temps de lancer. On vous applaudit, bien sûr. Et là, j'espère que tout va partir cette fois-ci. J'espère qu'on a bien une vidéo pour le prix Espoir numéro 2. Le prix Espoir numéro 2, eh bien, c'est Cuts. Voici donc l'activité de Cuts. On va être dans le domaine, vous allez le voir, de la boucherie. À tout de suite. Eh bien, Cuts, c'est une marque de viande haut de gamme. Notre raison d'être, avec beaucoup d'humilité, c'est de disrupter par endroits la chaîne de valeur d'un marché énorme qu'est la viande. Et ce, par la nature des produits que l'on distribue, par le mode de distribution précisément, et par l'expérience. On s'occupe aussi bien du sourcing, très en amont, de la sélection du produit, que de l'expérience à travers notamment l'événementiel, mais aussi en magasin, auprès de nos clients restaurateurs, auprès de nos revendeurs et enfin sur Internet. Eh bien, c'est en Argentine, car j'y habitais grâce à Dauphine, en échange universitaire, que j'ai rencontré des viandes extraordinaires et que j'ai remis en cause les critères de choix, de sélection des viandes, en m'intéressant bien davantage aux qualités gustatives, bien entendu, mais aussi de la santé humaine, du bien-être animal et enfin de l'écologie. J'ai été très inspiré par les patrons de PME que je rencontrais lors de mon activité professionnelle antérieure à la BPI, la Banque publique d'investissement. Des gens passionnés, des gens prospères sans doute et très libres. Je me vois avoir la chance de pouvoir grandir. Et à titre personnel, dans 5 ans, je me vois plus libre encore qu'aujourd'hui. Et la magie du direct, on retrouve après la vidéo Amaury Hénin. Bonsoir. Vous êtes le président de Cuts, donc on a bien compris votre activité. D'abord, une première question, lancer quelque chose autour de la viande en 2020. Il faut être sacrément culotté quand même, non? Alors oui, alors ça a été lancé en 2016, mais néanmoins en 2020, on continue et on l'assume pleinement. Simplement pour remettre les choses peut-être dans leur contexte, la viande c'est un marché, je le disais dans la vidéo, mais immense en réalité. Bien sûr que médiatiquement c'est un marché peut-être difficile à assumer, mais dans le budget des Français, le logement c'est le poste numéro 1, le numéro 2 c'est l'alimentaire, et dans l'alimentaire, le numéro 1 c'est la viande. Et ben voilà. Bonsoir Antoine Morgot, vous êtes CEO de Robert Walters, un ancien de Dauphine, comme tout le monde ici. C'était quand vous? Je me souviens plus. Oh, voilà. 1985. Voilà. Alors donc je vais vous laisser remettre officiellement donc ce trophée à Amaury. Donc on va faire une petite séance photo et puis ensuite je vous laisse mener son interview. Donc voici officiellement ce trophée Made in Dauphine de 2020. Touché qu'une fois. Absolument. On a respecté et bien lavé. Voilà. Absolument. Alors quelles sont les questions que le Dauphinois de 85 que vous êtes souhaite poser à ce Dauphinois un peu plus récent? L'objet de ce prix et de notre jury, c'est de mettre en valeur la diversité dans les parcours des étudiants dauphinois. Vous en êtes un parfait exemple, Amaury. Après des études de gestion et de finance à Dauphine, vous entrez à la BPI, dont vous avez parlé. Vous créez ensuite votre entreprise, déjà, avec pour objectif d'utiliser les gymnases inoccupés le week-end et en soirée pour la pratique du futsal. J'ai envie de dire, c'est quoi le futsal, si je peux me... Le foot de salle? Le foot en salle, voilà. Merci Jérôme. Le foot en salle, absolument. Okay, j'ai l'air idiot, mais comme c'est écrit FUTSAL, c'était pas évident. Une affaire qui a d'ailleurs été massivement aidée par Dauphine parce que nous étions, je crois, la première start-up incubée. Voilà. Et entre-temps, elle a été vendue, cette start-up, et c'est le fruit de la vente qui m'a permis de quitter la BPI et de lancer notre première boucherie. Aujourd'hui, on en a 4, mais la première. Et qu'est-ce qui différencie donc Cuts d'une boucherie classique?
Alors, je le disais aussi dans la vidéo, la nature des produits. En réalité, je crois qu'en France, on est super fort sur la gastronomie, on l'est moins. C'est comme ça, c'est un fait, par rapport à des leaders mondiaux, on peut l'appeler comme ça, sur l'ingrédient brut qui est la viande, le bœuf. D'accord, le bœuf, c'est 70% de la vente d'une boucherie. Et en réalité, notre bœuf, je crois qu'il progresse énormément, mais qu'il a du retard par rapport... Mais nos charolaises, nos salaires, etc., non? Alors oui, Jérôme, d'ailleurs, je crois que vous venez vous-même de Lozère. Absolument, voilà. vous avez bien cherché. C'est pour ça que, voilà, salaire, ça me parle, hein. C'est pas très loin. Absolument, donc je ne voudrais pas attaquer, être perçu comme une attaque. On vend aussi du bœuf français, mais les conditions naturelles, par exemple de l'Argentine, hein, d'extension de climat, font qu'on a un handicap pour produire ce bœuf qui est... Vous voyez, si vous vous baladez dans les plus grandes capitales mondiales, il est rare malheureusement qu'on vous demande de la charolaise. En revanche, on vous demandera un Angus argentin, par exemple, mais il y en a d'autres. Néanmoins, ça ne veut pas dire du tout qu'on ne puisse pas produire un bœuf de très grande qualité en France. C'est le cas. Pour l'instant, c'est beaucoup plus onéreux de le faire en France que de le faire ailleurs. Et si je vais un peu loin, et sans rentrer du tout dans la polémique, je crois que, y compris pour la santé humaine, y compris pour le bien-être animal, y compris pour l'écologie, à ce jour, il vaut mieux manger du bœuf argentin en France que du bœuf français en France. Vous aurez convaincu. Une dernière remarque, Antoine? Quel est votre engagement environnemental en termes de transport et d'élevage? Voilà. Un bœuf argentin, je prends cet exemple, mais on pourrait en prendre d'autres. Il a été élevé exclusivement, pour les élevages avec lesquels on travaille, à la pâture toute sa vie. Toute sa vie, il a été en plein air. En Europe, c'est impossible. L'animal est en stabulation l'hiver, il fait froid l'hiver, et on ne peut pas le nourrir avec la pâture toute l'année, on le nourrit avec du maïs, du soja et d'autres produits qui sont importés. Donc si, par exemple, la question est environnementale, on importe en moyenne en France pour élever un bovin 20 fois son poids à l'animal en input, alors que le bovin argentin a été élevé avec ce qu'il avait trouvé dans son habitat naturel et transporté une seule fois. Le bilan carbone est 20 fois inférieur. Il a réponse à tout, voyez, voilà. Merci beaucoup, hein, messieurs, donc on vous applaudit, merci beaucoup. Amaury Hénin, prix Espoir. Vous restez là, on va passer au prix Espoir numéro 3, on va avoir une vidéo juste avant de recevoir le dirigeant de cette start-up qui s'appelle Switchy. Voici donc tout ce que vous voulez savoir sur Switchy, et juste après, on en parle. Merci beaucoup, monsieur. Alors donc Switchy, c'est un logiciel SaaS qui va permettre aux marques en fait de transformer leurs liens en levier d'action marketing pour engager leur communauté. Donc avec Switchy, les marques qui l'utilisent, donc ça va du SMB, donc de la petite entreprise au gros corporate, vont être en capacité en fait de générer des liens sur lesquels elles vont pouvoir rajouter des actions marketing, typiquement des options de redirection, des pop-up, des petites pages mobiles, etc. pour leur permettre en fait de mieux convertir leur audience et donc générer plus de ventes pour augmenter leur chiffre d'affaires. On va également ajouter en fait sur ces liens un certain nombre de données analytics qui vont permettre à la marque de mieux piloter ses campagnes marketing et donc d'optimiser leur performance. Alors, l'idée de Switchy, elle nous est venue avec mon associé lorsqu'on était encore à Dauphine. Donc, initialement, c'était un autre produit qui s'appelait Sently, qui était un outil de conception de chatbot. Et en fait, en travaillant sur le premier produit, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin autour des opérations marketing et autour du lien notamment. Il y a Eugénie Rive notamment, qui était man de promo au sein du Master MTI à Dauphine, qui nous a pas mal inspiré, donc qui est General Manager en fait chez Google X, qui est le labo de R&D de Google et qui nous a beaucoup aidé voilà, à penser un petit peu out of the box. Et voilà, sinon, d'un point de vue un peu plus produit, d'un point de vue un peu plus métier, on s'intéresse beaucoup à des startups comme Pitch, comme Opin, etc., dans leur manière d'acquérir des clients et de communiquer avec eux. Dans 5 ans, on espère qu'on aura réussi à adresser 5 000 à 10 000 fois plus d'utilisateurs que ceux qu'on adresse déjà aujourd'hui, que l'équipe aura bien grossi, qu'on se sera implémenté dans plusieurs pays à l'international. Voilà donc pour les ambitions en France et à l'international de Switchy. Bonsoir Geoffroy Dalluin. Bonsoir Jérôme. Vous êtes cofondateur donc de Switchy, jeune cofondateur. Et pour remettre ce prix Espoir, eh bien, à vos côtés, Pierre Chassagne, bonsoir. Bonsoir. Associé chez EY. Donc on va procéder comme lors de chaque début d'interview à la remise officielle de ce trophée, toute distanciation et mesures sanitaires prises. Je remets déjà le trophée. Félicitations, bravo. Un trophée qui récompense, mais qui encourage, bien sûr, les futures années de Switchy. Alors, j'ai une question. On a vu que Switchy, c'est
c'est déjà le deuxième aventure entrepreneuriale. Tu es un serial start-upper et on sait que dans ce monde, pour t'aider, pour vous aider, il y a des incubateurs et je crois que tu es incubé à Station F. Donc peut-être pour nos étudiants, notre auditoire, préciser concrètement ce que ça t'apporte d'être incubé dans un tel environnement. Qui a été fondé il y a quelques années par Xavier Niel. C'est ça. Exactement. Donc voilà, on est effectivement en ce moment accéléré à Station F, donc par le groupe Havas. Et en fait, aujourd'hui, ça nous amène un écosystème de startups qui sont plus ou moins matures, avec lesquels on peut échanger, s'entraider. Le réseau de Station F va également nous apporter de la visibilité auprès d'investisseurs et auprès de médias quand c'est nécessaire, etc. Donc c'est super utile. Et on rencontre plein de monde super intéressant. Donc c'est très sympa d'être accéléré là-bas. Une question sur la maturité, parce que c'est vrai, je le soulignais. Alors, quel âge avez-vous, je crois? Alors, je fais jeune, mais j'ai 27 ans. Ah, 27 ans, voilà, c'est ça. C'est le gros avantage de faire jeune. Mais quand même, c'est quand même jeune pour être 2 fois créateur d'entreprise. Voilà, c'est facile, c'est compliqué de se lancer aussitôt. Alors, vous n'êtes pas seul, ce qui quand même aide aussi. Mais on se dit quand même qu'il faut un peu de maturité. Est-ce que vous l'avez? Et sinon, est-ce que c'est compliqué? Alors effectivement, on apprend tous les jours. Alors j'ai pas lancé Switchy seul, j'étais avec un associé du coup que j'ai rencontré d'ailleurs dans l'assaut de parachutisme de Dauphine. Et alors après ça, aujourd'hui il y a beaucoup d'incubateurs, d'accélérateurs qui peuvent nous aider. Il y a des financements publics, on évoquait tout à l'heure la BPI, qui nous a également aidé à nos débuts. Et donc voilà, il y a quand même beaucoup plus de facilité d'après ce qu'on entend par rapport à il y a quelques années où d'autres entrepreneurs qu'on a rencontrés avaient l'air d'avoir beaucoup plus de difficultés pour lancer une activité, surtout dans le digital qui demande au début peu de moyens pour démarrer. Régulièrement, Pierre, on parle du baromètre EY sur les antennes de BFM Business, sur l'attractivité de la France. Quand on voit tous ces jeunes start-upers, l'attractivité, même en période de crise telle qu'on la traverse, elle reste forte. Elle reste très forte, effectivement, le baromètre l'a encore démontré, et on est surtout ravis d'avoir des jeunes talents français qui restent en France et qui vont contribuer à cette attractivité dans les années à venir. Et d'ailleurs, j'avais une question à ce sujet-là. Tu es jeune alumni, je crois, diplômé 2018. C'est ça, ouais, 2018. Qu'est-ce que tu as apporté, donc, le réseau alumni? Est-ce qu'il t'a apporté déjà quelque chose? Et si oui, quelle a été son aide? Alors, effectivement, il a apporté pas mal de choses, c'est-à-dire qu'au tout début de notre activité, on a pu rencontrer pas mal d'anciens dauphinois dans des sujets marketing et autres, dans le domaine de notre activité, et on a tout de suite eu une vraie entraide. Christophe mentionnait l'entraide du réseau, donc c'est vrai qu'on a eu des introductions auprès de grosses entreprises qui nous ont aidés à trouver un product market fit et à signer le premier contrat, donc le réseau dauphinois nous a vraiment beaucoup aidés, et c'est concret. L'importance du réseau, voilà, c'est fondamental. Merci beaucoup à tous les deux pour ce prix Espoir numéro 3, donc attribué à Switchy. Merci beaucoup. Merci. Et on vous applaudit. Et le prix Espoir numéro 4, en fait, c'est le grand prix de cette année 2020 parce que c'est le numéro 1 des votes. Le jury s'est réuni il y a quelques semaines, il a voté. Eh bien, voici la start-up qui est arrivée numéro 1 des votes. Elle s'appelle Zenride. On en parle dans quelques instants avec son cofondateur. Voici donc ce qu'est Zenride. Zenride est le premier service de vélo de fonction en France. Donc Zenride permet aux entreprises de moderniser leur offre de transport en proposant à leurs salariés de bénéficier d'un vélo de fonction, c'est-à-dire un vélo électrique classique ou pliant qui choisissent eux-mêmes parmi plus de 300 modèles et les services d'entretien, d'assurance et d'assistance. L'idée nous est venue lorsqu'on était nous-mêmes salariés dans nos anciennes entreprises, car on ne peut pas dire que les trajets en voiture ou en transport en commun étaient les meilleurs moments de notre journée. On a voulu se mettre au vélo et on a sollicité nos employeurs pour voir comment ils pouvaient nous accompagner dans cette démarche. Le modèle du véhicule de fonction, bien connu des employeurs, ressortait comme l'alternative idéale pour l'entreprise et pour nous. Le problème, c'est que ça n'existait pas. On a donc créé Zenride. On s'est inspiré de ce qui se faisait dans les pays en avance sur nous dans leur politique de mobilité, c'est-à-dire les pays du Nord, le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas, les Allemands, où l'offre de vélo en entreprise est totalement démocratisée. Dans 5 ans, on se voit comme le leader de l'offre vélo en entreprise en Europe du Sud. Et mes conseils pour les jeunes entrepreneurs, c'est de persévérer, travailler dur, et de bien se faire entourer, notamment par des incubateurs comme nous on l'a été grâce à l'incubateur Paris Dauphine.
Bonsoir Antoine Repussard. Bonsoir. Cofondateur de Zenride. Évidemment, la première question qu'on vous pose, j'imagine, à chaque interview, vous êtes venu comment ici à côté de Bourse? En vélo, bien évidemment. En vélo, quelle que soit la météo, quelle que soit, vous venez à vélo, quoi, c'est ça? Quelle que soit la météo, il faut juste être bien équipé. D'ailleurs, les pays où ils font le plus de vélo, c'est rarement là où il fait le plus beau. Absolument. Donc, c'est pas une excuse. À vos côtés, Bruno Wittvet, bonsoir. Bonsoir. Ancien patron d'Unilever France puis Afrique. On parlera aussi de votre implication très très forte dans tout l'écosystème de Dauphine. Mais d'abord, la remise officielle donc, de ce prix Made in Dauphine 2020. Ce grand prix. Antoine, un superbe prix, le grand prix espoir de cette année. Et c'est un type qui apprécie énormément le vélo, qui te le remet. Donc maintenant, il faut que tu me conseilles sur l'électrique. Ok, merci beaucoup. Bravo, on peut vous applaudir. Alors Bruno, que vous inspire le début de parcours assez flamboyant de Zenride, Antoine et ses associés? C'est une magnifique aventure. Alors déjà, quand on aime le vélo, on sait très bien que c'est très bon pour la santé. Et aujourd'hui, je dirais, le vélo est encore plus à l'honneur dans la mobilité des entreprises, parce qu'avec le Covid, et on connaît tous les problèmes des transports en commun, c'est une magnifique opportunité. Je crois d'ailleurs, depuis l'avènement du Covid, qui a été très dramatique pour certaines industries, pour ton entreprise, c'est plutôt une opportunité. C'est clair, on ne va pas se le cacher, c'était une grosse opportunité pour nous. L'année 2020, entre les grèves et le Covid, a été plutôt bénéfique pour nous. Vive les catastrophes, en fait. On ne va pas dire ça, mais ça a accéléré, je pense, le phénomène de fond, qui était le développement du vélo en France, et essayer de rattraper les modèles que je disais précédemment qui nous devancent là-dessus, qui sont les pays nordiques. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que Dauphine, exactement, dans son parcours, sa formation, t'a apporté pour devenir un entrepreneur? Alors déjà, le plus important, mon associé, Thomas Borin, que j'ai rencontré à Dauphine lors d'un échange universitaire au Brésil, donc très très important. Après, il y a l'ensemble des cours, la qualité des cours et surtout la vie dauphinoise, que ce soit à travers les associations, les événements, les échanges. Ça a permis de rencontrer beaucoup de personnes qui nous aident au quotidien, qui croient en nous. Et également, on est passé par l'incubateur Paris-Dauphine dès le début de notre histoire. On a été accompagné dès le début par notre mentor Christophe Courtin qui nous a aidés depuis le premier jour et qui est aujourd'hui un des investisseurs de Zenride. D'accord, mais ça c'est une belle histoire que tu nous racontes. Il y a toujours dans une création d'entreprise quelques moments difficiles, cruciaux. Allons au-delà du storytelling, voilà. Au-delà du storytelling, ce qui a été compliqué, c'est la persévérance, vraiment. Au début, on arrivait dans les entreprises, elles nous disaient mais je propose déjà le remboursement des transports en commun, pourquoi je vais proposer un vélo? Ils sont très contents avec les transports en commun. Finalement, quand on a creusé un petit peu, ils n'étaient pas si contents que ça. Et c'est vraiment la persévérance, le fait il y a des premières entreprises. D'ailleurs, notre premier client est un ancien dauphinois, Thibault Lamarque de Castali. De Castali, bien sûr. Qui était notre premier client et qu'on a rencontré au prix Made in Dauphine 2018. C'est les bouteilles d'eau qu'on sert dans les restaurants. Alors, pas les bouteilles d'eau, si on dit. Oui, les bouteilles pas en plastique. Exactement. Et pour les restaurants et les entreprises. Voilà, c'est ça. Donc en deux mots, tu nous confirmes que le réseau ça sert, comme le disait Christophe Chenu en introduction. Et puis j'aurais une dernière question pour toi. Il y a beaucoup de jeunes qui vont bientôt être diplômés comme toi. Je crois que tu sors de Dauphine en 2016. 2016, si exactement. Mon information est bonne. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil s'ils veulent devenir entrepreneurs? Je leur donnerais comme conseil de ne pas hésiter à se lancer. C'est pas forcément la voie, en tout cas en 2016, j'allais dire à l'époque, mais ça fait pas si longtemps que ça. En 2016 qu'on présentait, vers lesquels on poussait les étudiants. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus fort, et notamment grâce à l'incubateur de Dauphine. Donc, d'y aller, de persévérer, et surtout de bien se faire entourer. Et de contacter les alumni, parce que je vois qu'il y a un bon réseau. Un beau réseau. Il nous reste une minute, Bruno. Je parlais de votre implication dans l'environnement, l'écosystème de Dauphine. Un mot tout d'abord, avant de parler du programme Égalité des chances, de la Fondation. On a la chance d'avoir Laurent Batch dans la salle, ancien président de Dauphine et actuel président pour quelque temps encore de la Fondation. C'est important, voilà aussi la Fondation. La Fondation, c'est important, mais moi j'ai toujours pensé que quand on a eu la chance d'être formé dans une institution pareille, surtout quand on a un peu de temps et parfois un peu de sous, de redonner à l'institution ce dont on a pu en tirer. Et donc j'ai toujours été impliqué. En France, j'ai eu la chance, à l'époque où Laurent était président, d'être dans le conseil d'administration et d'admirer sa persévérance pour faire évoluer cette institution.
On a créé ensemble avec KPMG, KPMG Unilever et sous ton patronage, le programme Égalité des chances, qui a fêté en début d'année ses 10 ans. Et ça, c'est magnifique. Il y a à peu près 10% ou 9% des étudiants de première année qui accèdent par ce programme Égalité des chances. La fondation est totalement impliquée, notamment dans la fourniture de logements à des prix extrêmement compétitifs, voire gratuits. Et donc, c'est un magnifique parcours. Et puis, presque 10% des étudiants, c'est ça un petit peu moins, je crois. Oui, c'est ça, si mes chiffres sont bons. Et puis, quand il y a 3 ans, Christophe et l'équipe a créé le prix Made in Dauphine, ils m'ont appelé pour faire partie du jury et j'ai pas hésité et j'y suis allé. Donc j'encourage tous les anciens. Et Dieu sait si c'est pas trop dans notre culture en France. On n'est pas comme aux États-Unis, très alumni participatif. Et de regarder un peu là où ils en sont aujourd'hui, ce qu'ils doivent à Dauphine, et puis de s'investir, alors ou avec du temps, ou avec de l'argent, ou encore mieux avec les deux, dans le développement de cette superbe institution. Et j'espère que Ekis va être de nouveau décerné pour une période de 5 ans, comme le souhaite son président. Voilà. Merci, on peut applaudir à la fois Bruno Villevot et Antoine Repoussard. Merci beaucoup. Merci. Vous restez avec nous le temps d'une petite photo et pendant cette photo, on va lancer la séquence suivante. C'est le coup de cœur du jury. C'est une première cette année. On accueille donc celle qui va recevoir le coup de cœur, mais aussi celui qui va lui remettre. À tout de suite. Et celui qui va lui remettre, c'est Cyril Benzaken. Bonjour Cyril. Bonjour. Bonsoir. Vous étiez à cette même place, enfin une des deux places, mais c'était dans le Grand Amphi il y a 1 an, puisque vous aviez été prix spécial du jury. C'est bien cela? Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est un grand moment d'émotion que de recevoir un prix en tant que sportif. Et c'est aujourd'hui encore avec une bonne émotion que je vais remettre d'ailleurs ce prix. Et sportif, voilà, je vous interromps parce qu'on n'a pas dit que vous faites du kickboxing, c'est bien cela. Tout à fait, c'est ça. C'est bien cela. Et donc, dans cette logique des boucles qui se bouclent, vous remettez donc le coup de cœur aujourd'hui. Pourquoi un coup de cœur? Et je salue Aurélie Morizot qui nous a rejoint. Pourquoi? Et je vous laisse remettre le trophée, Cyril. Alors, un coup de cœur tout simplement parce que, pour une sportive de haut niveau, on sait, enfin, du moins moi je sais à quel point il est difficile de concilier études et sport de haut niveau. Et c'est un encouragement pour le sport à Dauphine, mais aussi une manière de montrer qu'à Dauphine, il y a une diversité de talents, on en parle sans cesse, et il y a aussi une diversité dans les comment dirais-je, dans les formations. Et il y a une formation en fait qui est en fait, moi j'avais fait la première année il y a longtemps, ça ne me rajeunit pas. Le programme talent. Voilà, du programme talent, et qui permet en fait à des sportifs de haut niveau, des artistes ou encore des entrepreneurs de concilier leurs études et leur parcours à côté. Et donc c'est ce qu'Aurélie représente ce soir, et je suis très heureux de lui remettre ce prix à cette occasion. Voilà, donc Aurélie Morizot qui nous a rejoint, vice-championne de France d'aviron, c'était en quelle année? Je suis plusieurs fois vice-championne de France. Donc l'année dernière, je crois que je l'ai fait 3 fois. Mais j'ai surtout une médaille de bronze au championnat du monde en 2018. C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et cette année, donc en septembre, je suis arrivée aussi médaillée de bronze au championnat d'Europe. Donc ont pu avoir lieu. Tous les championnats du monde avaient été annulés à cause du Covid, mais les championnats d'Europe ont pu avoir lieu. Tant mieux. Alors si vous êtes là, donc c'est parce que vous avez entre guillemets candidaté pour ces prix, et finalement, évidemment, vous n'êtes pas une entrepreneuse, vous n'avez pas créé, comme on vient de le voir, votre propre entreprise, mais quand on a vu votre parcours, moi je faisais partie du jury il y a quelques semaines, on a eu un vrai coup de cœur, et c'est pour ça que vous êtes là. Donc voilà, pour ce trophée coup de cœur, on a dit l'importance du programme talent, c'est vraiment important, un petit peu pour faire simple, mens sana et corpore sano, c'est important de lier le sport et un esprit équilibré. Je pourrais pas faire que du sport ou que des études. Vraiment, les deux sont aussi importants pour moi. Et vous êtes en licence de gestion, hein? Ouais, là je suis en 3e année du coup. Donc j'ai fini le parcours talent parce que c'est les 2 premières années donc à Dauphine qui sont aménagées en 3 ans. Et donc là je suis rentrée en 3e année donc mention gestion. Et c'est moi qui ai décidé de dédoubler cette dernière année pour pouvoir continuer le sport. Parce que sans les aménagements, c'est pas possible de continuer de s'entraîner. Quelques questions rapides, Cyril, à Aurélie. Alors, dans le sport de haut niveau, on parle souvent de déclic, à quel moment on a décidé de vouloir passer à la vitesse supérieure. Et la question qu'on s'est posée, c'est à quel moment,
enfin, comment ça s'est passé que tu aies envie de concilier études supérieures et parcours de haut niveau En fait, c'est quand j'étais en terminale. Du coup, c'était assez compliqué de s'entraîner donc à haut niveau et de faire des études en même temps. Et j'avais quand même déjà des bons résultats et je sentais qu'il y avait un truc à faire, quoi. Enfin, vraiment, je sentais que je pouvais y arriver, que je pouvais me donner les moyens. Et donc, je me suis renseignée. Mon frère a fait Dauphine, mais pas du tout le parcours talent. Et j'ai vu qu'à Dauphine, il y avait un parcours qui permettait de faire donc, du sport à haut niveau et de faire des super études en même temps. Et donc, j'étais intéressée par toutes les matières en général. Enfin, vraiment, ça me plaisait de faire ça. Et donc, c'est à ce moment-là que je suis rentrée à Dauphine et j'avais comme objectif de rentrer en équipe de France. Et je ne pensais pas que ça allait arriver si vite. Et la première année, donc, ça a été un déclic. Je pense que c'est les aménagements qui m'ont permis de m'entraîner davantage. Et voilà, donc c'était vraiment, je pense, c'est quand je suis rentrée à Dauphine, ce déclic, quoi. Une toute dernière question et une réponse rapide, s'il vous plaît. Donc, Cyril. Alors, c'est vrai que on a un point commun. Moi, j'ai beaucoup ramé à Dauphine, mais ça ne m'a pas rapporté. Je rame aussi pas mal. Hein, ça m'a pas rapporté. Est-ce que vous étiez vice-champion du monde de la rame ou pas? Non. Voilà, ça m'a pas rapporté autant de succès que toi. Mais c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est comment se compose une journée type pour une sportive de haut niveau qui concilie avec brio comme toi études et sport? Le matin, je vais m'entraîner très tôt sur l'eau. Après, en plus, c'est facile avec les cours à la maison. Je fais tout depuis chez moi. Donc après, j'ai cours vers 10h. Après, donc, je déjeune, je fais une sieste et puis je retourne à l'entraînement vers 15-16 h et le soir, je travaille. Voilà, donc on va vous laisser aller travailler. On peut vous applaudir. Bravo Aurélie Morizot. Bravo. Vous restez là. Merci donc vraiment. Voilà, donc c'était le coup de cœur du jury de cette édition 2020. Et on va terminer avec le prix spécial du jury, prix que vous aviez reçu, Cyril, il y a donc un an. On va en parler dans quelques instants après cette vidéo, puisque cette vidéo concerne l'Hollywood. C'est quoi l'Hollywood? Voici la réponse. Bon, écoute, essaye de me faire rire, Norman. J'ai 2 minutes. Vas-y, top chrono. Alors, oui, enfin, nous, c'est pas Norman, hein, c'est... Oh, mais non, arrêtez vos conneries. Je vous reconnais. Vous êtes les gars du Palmachot, c'est ça? Non, nous, c'est l'Hollywood. Je signale que vous me dérangez. J'ai pas commandé de room service, alors vous dégagez. On voulait juste vous montrer la bande-annonce. En plus, on l'a montée sur de la maquina. Bon, écoutez, jeune homme, vous m'avez touché en plein cœur. Les femmes et les enfants d'abord. You talking to me, talking to me. Non mais sérieusement? Ouais. Do you know French kiss? Elle est grosse, hein. Oh. C'est mignon. Le code de la route, la trou du cul, là! L'Hollywood Night. Elle est bonne, hein? Arrête. Ah, Manu, on s'éclate. Ouais, grave, on s'éclate. Moi, je m'amuse toujours, il a raison, gars. Alors, elle est comment, cette bande-annonce? Claqué au sol, monsieur. Ah bah oui. Quand on vous parle de diversité, voilà, des prix espoirs au sein de Dauphine et des parcours au sein de Dauphine, là, je crois qu'on a bien résumé les choses, parce que quand même, on est loin des vélos électriques, on est loin du financement de projets, etc. On est vraiment dans une autre dimension. Bonsoir, Mathieu Marès-Savelli. Bonsoir, Jérôme. Dauphinois de quelle année? Alors moi, j'ai fini en 2004, mais il y a plusieurs générations de Dauphinois dans cette équipe. Il y a, je pense, 2010, 2008 et peut-être 2012. 5, hein, c'est ça. Vous étiez 5, hein, c'est ça, rencontrés sur les bandes Dauphine et finalement, ça finit. Alors, vous n'êtes pas Norman, hein, je rappelle bien, c'était ce qui est dit dans la vidéo, mais c'est un inspirateur pour vous? Chanel 9 particulièrement, en fait, on s'est tous rencontrés dans une association que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Chanel 9, qui était la télévision étudiante de Dauphine. Et moi, j'ai été recruté par des personnes avec qui je travaille encore aujourd'hui. J'ai fait Dauphine en parallèle avec d'autres personnes avec qui je travaille encore aujourd'hui dans le milieu audiovisuel, parce que Chanel 9 a accouché de plusieurs destins audiovisuels, on va dire. Et ensuite, les 3 talents de l'Hollywood, eux, sont arrivés, m'ont rejoint quelques années après. Un ancien de Dauphine également à votre droite, Frédéric Bedin, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est vous qui nous accueillez, on est dans vos locaux d'Hopscotch, merci beaucoup pour nous accueillir. Alors je vous laisse, voilà, d'abord remettre le trophée. Je remets ce trophée magnifique à tous les Hollywood, hein, donc vous le partagerez, vous le mettrez. Et puis, c'est vrai que vous êtes rencontrés, donc vous écriviez déjà des sketchs pour Chanel 9 pendant que vous étiez étudiant.
Oui, en fait, on faisait des émissions, des sketchs, on accompagnait les étudiants au séjour, au ski-études, au ski club, sur la SPI, et on faisait des vidéos pour les étudiants. Mais la question, c'est à quel moment vous avez pris le risque d'en faire un métier et de dire ça, on va vivre de ça? Est-ce que ça a été d'un coup ou est-ce que ça a été mou? Et pourquoi pas la finance? Bonne question. En fait, moi, j'ai monté la boîte de production qui héberge Hollywood avec 2 anciens dauphinois. Un est réalisateur aujourd'hui pour des unitaires TF1, l'autre est parti produire des films en Allemagne, des documentaires pour Arte. Et au fur et à mesure, par le réseau de Channel, par le réseau de Dauphine, les personnalités nous ont rejoints, notamment l'un des membres de l'Hollywood qui s'appelle Emmanuel, qui est venu me voir en me disant « Écoute, tu as une boîte de prod, moi je fais des sketchs débiles, est-ce qu'on ne ferait pas des sketchs débiles sur Internet un peu plus professionnels ?» Et donc c'est venu de là, les autres ont quitté leur job, l'un bossait chez L'Oréal, l'autre chez Unilever, ils étaient chefs de marque, et au final, ils ont abandonné leur poste pour vivre leur rêve, écrire des sketchs, jouer dans des sketchs, et pourquoi pas davantage. C'est génial. Et aujourd'hui, ils ont quand même 3 300 000 personnes qui sont abonnées à leur chaîne sur YouTube. Mais vous avez fait aussi de la vraie télé, de la télé des vieux. C'est quoi les passerelles entre les deux? Quel intérêt économique? Je ne sais pas. C'est une évolution logique. Après, nous, en fait, on est en télé depuis assez longtemps. C'est-à-dire que les partenaires avec qui on travaille, qui étaient le groupe Canal+ et TF1, ont toujours procédé à une sorte de cofinancement, c'est-à-dire qu'ils diffusaient nos sketchs en télé pour qu'ils puissent arriver sur le web. Et là, récemment, ils nous ont dit, bon, ça fait suffisamment longtemps qu'on vous voit, donc maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de faire une soirée, de créer un vrai rendez-vous. Je pense dans une logique aussi qui est de ramener vers la télévision, donc la vieille télé, vous parlez de population. Mais qui a assez repris âgée. Quelques couleurs pendant le confinement, cette vieille télé, quand Oui, même. là, les audiences étaient meilleures. Ouais. En tout cas, donc ramener les jeunes qui ne regardent plus trop la télé vers des programmes de type un peu plus classique. Et alors, c'est quoi, là, dans 10 ans, le projet? C'est de faire aussi du théâtre? Ça, on ne sait pas, je leur demanderai. Peut-être il y en a un qui fait un peu de stand-up. Non, l'idée, c'est plus de développer, là, on est en développement sur des séries, peut-être des unitaires pour la télévision, et puis après, marche après marche, on verra un peu ce que l'avenir nous réserve. Ouais. Bon, bah bravo, Alexis. Bravo, merci Mathieu, merci Frédéric. Merci. Ainsi s'achève la première partie donc de cette cérémonie. On revoit sur l'écran donc les principaux lauréats, tous les lauréats, même dans la catégorie de prix Espoir, Finor Green, Cuts et Switchy. Il y a eu aussi le Grand Prix Espoir Zen Ride, Aurélie Morisot, le coup de cœur du jury qu'on a reçu il y a quelques instants, et le prix spécial donc Mathieu pour l'Hollywood. On fait une petite photo avec vous et pendant ce temps, on va vous libérer juste après la photo. Nous, on passe un jingle et on se retrouve dans la catégorie des prix experts. Voilà, donc on passe à la catégorie des prix experts. Donc les experts, on l'a dit, c'est les dauphinoises et dauphinois diplômés de plus de 10 ans. Il y aura le coup de cœur des étudiants dans quelques instants, puis le prix solidaire, le prix business et le grand prix dauphinois 2020. J'ajoute que chaque lauréat va se voir remettre le trophée, bien sûr, mais aussi un magnum de champagne d'un des partenaires principaux de la soirée, c'est Nicolas Feuillade. Donc évidemment, avec modération, vous connaissez les règles habituelles. De toute façon, vous allez partir en vélo ou à VTC. À vélo, c'est un peu plus dangereux, le champagne. Ce sera donc après. On va donc passer à la première catégorie, le Grand Prix expert numéro 1, le coup de cœur des étudiants. Tomine Desmazures nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, bien voilà. Donc, nous avons le premier Grand Prix expert, un dauphinois, quelqu'un que je pense qu'on va recevoir bientôt sur BFM Business. En tout cas, je crois qu'on va tourner dans une boutique de Bordeaux dans quelques jours avec vos équipes. C'est Sébastien Kopp, le fondateur de Veja. Je vous laisse la parole donc pour cette interview. Oui, bonsoir Sébastien Kopp. Je suis ravie déjà de vous recevoir ce soir et de vous remettre ce prix coup de cœur des étudiants. Merci beaucoup. Je vous le remets. Alors en quoi c'est un coup de cœur alors? Qu'est-ce qui vous a plu? Eh ben nous, ce qui nous a beaucoup plu chez Veja, c'est tout votre engagement par rapport à ce concept de basket écologique et recyclé. Et d'ailleurs, on avait quelques petites questions pour tous les dauphinois et les non-dauphinois qui nous regardent d'ailleurs, pour qui cernent un peu plus votre parcours et ce qui vous a amené à la création de cette entreprise. Donc tout d'abord, nous savons que vous avez étudié l'économie, vous avez fait un mémoire sur la thématique du développement durable. En quoi est-ce que vous pouvez dire que votre parcours à Dauphine a contribué au succès de l'entreprise que vous dirigez aujourd'hui? Dauphine a été super important dans ma vie et dans notre parcours avec Guilain, parce qu'on a monté
On est deux copains d'enfance à avoir monté Veja. Et c'est vrai que l'une des origines de Veja, mais qui est super importante, c'était mon mémoire de fin d'études en 2001 à Dauphine, qui était le rôle des entreprises dans le développement durable. Et c'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup à l'époque. D'ailleurs, les profs étaient assez... bon, ils disaient c'est pas mal, mais bon, ça n'intéressera pas grand monde. Ce mémoire-là. Ça ne marchera jamais comme nous. Non, c'était le rôle des entreprises dans le développement durable, donc c'était vraiment le début. Et c'est vrai qu'on avait déjà une idée en tête, et du coup, je l'ai fait vraiment très sérieusement, encore plus sérieusement que les Dauphinois le font, ou les Dauphinoises le font normalement. Je suis allé à 1000 conférences, j'ai interviewé plein de grands patrons, plein de gens différents, très impliqués, plusieurs femmes assez extraordinaires, des chercheuses, etc. Et c'est vrai que ça a été la première pierre de notre futur, dans le sens où ensuite on a monté une ONG avec des grosses entreprises françaises, dont Kering, enfin c'était PPR à l'époque, et on a voyagé un peu partout pour elles dans le monde pour faire des audits sociaux et environnementaux de plein de projets différents, ce qui nous a donné un spectre intéressant pour pouvoir construire Veja en 2004, 3 ans après. D'accord, merci beaucoup. Et aussi, donc, je vois à vos pieds votre nouvelle basket de running écologique qui est sortie assez récemment. Et donc, je voulais vous demander quelles sont les prochaines étapes pour votre marque. Comment est-ce que vous comptez convaincre encore les consommateurs en respectant des principes qui vous sont chers? Je le rappelle, Veja ne fait pas de publicité et évite le plus possible les innovations pour éviter la surconsommation. Alors, les baskets que j'ai au pied, c'est celles qui sortent l'année prochaine. Donc, c'est un scoop. Pardon. C'est une première. Donc, c'est pas tout à fait celle de running, mais de hiking. Enfin bref, je vais pas m'attarder parce que rien n'est sorti du tout. Et justement, j'ai ma réponse du coup, des baskets de hiking. Ouais. Et en fait, on n'a jamais cherché vraiment à convaincre, dans le sens où on a toujours fait ce qu'on aimait faire. On a toujours fait designer les baskets pour nous. On a construit le projet de Veja, c'est-à-dire de sourcing extrêmement différencié dans toutes ces étapes, du coton bio pour la toile des baskets, au caoutchouc sauvage qu'on va chercher nous-mêmes, qu'on source nous-mêmes en Amazonie, dans la forêt amazonienne pour les semelles des baskets, à l'association d'insertion qui fait la logistique de Veja. Et c'est vrai que c'est un projet très égoïste dans le sens où on l'a toujours fait pour nous, sans chercher trop à convaincre, ni à le survendre. Le fait qu'on fasse pas de publicité, ça fait partie de ça, de cette philosophie de laisser les choses se faire, laisser les gens, les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux rentrer dans le projet ou pas. Sans chercher trop à essayer de convaincre. On vit dans une société de communication où tout le monde cherche à convaincre non-stop. Et c'est vrai qu'on est plus attaché à faire et à ensuite montrer et laisser les gens disposer de notre projet. Une toute dernière question peut-être, Aure ? Oui, je voulais juste vous demander rapidement. En fait, on voit qu'il y a une conscience écologique vraiment qui émerge de plus en plus en ce moment, notamment chez les jeunes. Je pense à la croissance de l'application Vinted, l'application de revente de vêtements. Mais je me suis dit, en 2004, c'était pas forcément le cas, du moins ça l'était pas autant. Et voilà, vous nous avez expliqué que vous ne cherchiez pas forcément à convaincre, mais est-ce que vous en avez souffert? Est-ce que c'était plus difficile à l'époque? Est-ce que les gens étaient moins réceptifs à votre concept? Bah, tu fais le lien exact, c'est-à-dire que quand on lance Veja et qu'on dit on fait des baskets issues du commerce équitable, en coton bio, etc., les gens ne comprennent rien, rigolent presque. Et c'est vrai que c'est sans doute ça, cette espèce de frustration à essayer de présenter notre projet et que les gens en rigolent, qu'on a arrêté d'essayer de convaincre. Et on a continué. Je reprends les mots d'Antoine de Zenride qui parle de persévérance. Je pense que c'est dans la vie en général, quelle que soit la carrière qu'on embrasse, que ce soit le journalisme ou le sport ou l'entrepreneuriat, je pense que persévérance et détermination sont hyper importants et peut-être la chose la plus importante, c'est d'aimer ce qu'on fait tous les jours, comme madame qui fait de l'aviron ou monsieur qui fait du vélo avant. Et c'est je pense, l'atout majeur, c'est d'aimer ce qu'on fait tous les jours.
mais ce qu'on Merci fait beaucoup. persévérer. Merci beaucoup Sébastien Cobb d'avoir été donc Merci dans beaucoup. cette cérémonie prix expert. Merci Horton. Avec le trophée devant pour une photo. Et maintenant que la photo est prise, eh bien, merci beaucoup. Pendant que le jingle passe, eh bien, nous allons passer au Grand Prix Expert numéro 2, c'est le Grand Prix solidaire. Le Grand Prix solidaire qui est accordé donc ce soir, le Grand Prix expert catégorie solidaire, accordé ce soir à Sophie Beaupère, directrice. Alors j'avais un problème sur le titre tout à l'heure, vous êtes déléguée générale Unicancer, hein, c'est bien cela? Tout à fait. Absolument. Et donc pour remettre le prix, Emma Torricelli, Bonsoir. étudiante à Dauphine, vous faites quel parcours? Alors, je suis en 3e année, donc en L3 gestion pour l'instant. Et vous, Sophie, votre relation avec Dauphine, c'était quand? C'était quoi? J'ai fait le DSS de gestion publique et j'ai terminé en 2001. 2001, voilà. Eh bien, très bien. Donc, je vous laisse entre les mains des questions de Emma et qui va vous remettre tout d'abord donc le Grand Prix expert. Exactement. Catégorie solidaire. Je suis très honorée de vous remettre ce prix ce soir au nom de toute l'équipe du Made in Dauphine. Je voudrais commencer par faire un petit retour sur votre parcours Dauphine. Donc, vous venez de mentionner votre master. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ce master a énormément contribué à votre parcours aujourd'hui? C'est vrai que j'ai dit DESS, ça montre effectivement l'ancienneté de mon passage à Dauphine. Pour moi, ça a été fondamental dans mon parcours parce que avant d'intégrer Dauphine, j'ai fait la section service public à Sciences Po. Je suis venue du Limousin pour aller à Sciences Po avec une passion, enfin un idéal qui était de servir l'intérêt collectif. Et je me suis dit assez rapidement que si je voulais le servir bien, et je pense que ça fait écho à beaucoup de préoccupations de certains étudiants, il fallait que je le fasse aussi avec rigueur et que j'ai des méthodes en fait de gestion, notamment issues du privé. C'est pour ça que j'ai intégré Dauphine après Sciences Po. Et donc, moi, j'y ai appris fondamentalement, ça a été une ouverture, en fait, une ouverture sur le monde notamment de l'entreprise et ça m'a passionnée. J'y ai appris aussi une expertise qui m'a beaucoup servi par la suite puisque j'ai fait ensuite une carrière de directeur d'hôpital. Donc, c'est un parcours assez différent des précédents parce que j'ai passé un concours de la fonction publique hospitalière et j'ai fait une dizaine d'années où j'étais directrice des finances de structures, je dirais, de plus en plus grosses et notamment l'Institut Gustave Roussy. Et je me suis donc servi de l'expertise que j'avais apprise, notamment tout ce qui était analyse financière, pour travailler en coordination avec les médecins et pour pouvoir redresser, je dirais, un certain nombre de situations financières, parce que comme l'actualité Covid a pu le montrer, les établissements de santé sont soumis à des problématiques extrêmement complexes, financières, mais pas seulement, tout en travaillant avec les professionnels pour faire avancer leurs projets. Et cette expertise m'a servi. Et pour finir, ce que m'a apporté Dauphine, c'est aussi autre chose, c'est que j'y ai appris aussi des choses qui m'ont beaucoup intéressé sur le management, le développement managérial. Et ça, c'est fondamental parce que quand on travaille dans des structures pluriprofessionnelles où les professionnels ont des expertises très poussées, où les métiers sont très différents, où il faut emmener les professionnels vers un objectif qui est l'amélioration de la prise en charge du patient, eh bien, il faut pouvoir soi-même développer des qualités managériales, se poser pas mal de questions, acquérir un leadership, et donc ça m'a beaucoup aidé. Alors, sous réserve de réponse courte de Sophie, je vous laisse 2 questions encore, Emma. Donc, vous parlez de cette envie depuis toute petite de servir l'intérêt général, et donc, en fait, qu'est-ce qui vous a conduit justement en sortant de Dauphine à vous diriger pour travailler dans le domaine de la santé, et donc plus précisément dans le domaine de la lutte contre le cancer? Parce que c'était déjà très opérationnel et très concret, plus que de travailler, je dirais, dans un bureau ministériel. Et puis parce que, bien sûr, la santé et l'actualité, je dirais, hélas, nous le montrent, est bien sûr l'un des premiers biens communs qu'il faut pouvoir défendre et puis honorer par un engagement, je pense. Donc voilà pourquoi je me suis tournée vers une carrière dans le monde sanitaire. Toute dernière question rapidement, Emma. Pour revenir, vous êtes bien donc délégué général d'Unicancer. Est-ce que vous pourriez très rapidement nous résumer quels sont maintenant les principaux enjeux de la lutte contre le cancer? Oui, tout à fait. Alors déjà, Unicancer, pour expliquer ce que c'est à la fois une fédération hospitalière, donc avec une dimension de défense des intérêts des 18 centres de lutte contre le cancer, dont Gustave Roussy et Curie, en région parisienne. C'est aussi une fédération patronale de 22 000 salariés. C'est aussi une centrale d'achat qui réalise 500 millions d'euros d'achat et un groupement de coopération sanitaire qui développe des activités de recherche en commun qui permettent d'être le premier promoteur d'essais académiques européens
dans évidemment la recherche dans le cancer. Les grandes thématiques, elles sont nombreuses, mais il y a 3 priorités, je dirais. Il y a la prévention et le dépistage. Il faut savoir aujourd'hui que 40% des cancers sont évitables, liés notamment à des facteurs de risques environnementaux. Donc évidemment, on doit en France encore développer plus d'actions en matière de prévention. Il y a les innovations thérapeutiques qui sont aujourd'hui majeures, l'immunothérapie, l'intelligence artificielle, la génétique moléculaire. Il faut accompagner ces innovations parce qu'elles vont permettre d'améliorer la qualité de vie des patients. Donc il faut accompagner ces innovations en mettant encore davantage le patient au centre de l'organisation. Et ça, c'est tout le travail que l'on fait aujourd'hui, pouvoir associer les patients dans l'organisation de leur parcours de soins. Les parcours aujourd'hui, ils sont très ouverts sur la ville. On n'est plus, on va dire, hôpital centré, comme on dit. Et donc, il faut pouvoir recueillir la vie des patients, les intégrer dans une démarche active. Et effectivement, c'est tout le terme d'expérience patient qui est employé, mais encore faut-il concrètement le faire vivre. Et c'est ce sur quoi on travaille. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie Beaupère, donc Grand Prix expert dans la catégorie solidaire. Et merci beaucoup, Emma, pour la qualité de tes questions. Merci à vous deux. Vous restez là le temps d'une petite photo et pendant que la photo se prend, eh bien, on va lancer la 3e catégorie Prix expert dans la catégorie business. Voilà, la photo se fait, on lance un jingle et on parle de business. À tout de suite. Voilà, Grand Prix expert catégorie business qui est remis donc à Antoine Flammarion. Bonsoir. 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 Vos relations avec Dauphine, la question que je pose à tout le monde, c'était quand, c'était quoi? C'était diplômé en 94 de maîtrise de gestion et aujourd'hui beaucoup de Dauphinois chez Tikeo et beaucoup de relations avec des anciens de Dauphine. À la tête de Tikeo Capital, on en parle dans un instant et on va en parler avec Julien Teuret. Bonsoir Julien. Bonsoir. Donc Dauphine à l'heure actuelle. Oui. Et exactement. quel parcours? Je suis en finance et actuellement en aide de césure dans un stage dans un fonds d'investissement. Donc voilà, je crois que vous avez plein de choses à vous dire. Tu as préparé un certain nombre de questions que tu vas poser après la remise de ce trophée. Trophée donc prix expert catégorie business. Première question, Julien. Oui, donc vous avez fondé Tikeo Capital à 27 ans seulement. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait motivé dans cette aventure entrepreneuriale aussi jeune. Alors j'ai la chance d'avoir un père entrepreneur un peu dans la finance, donc j'ai eu le case study comme on dit à la maison, voilà. Et 2, j'ai toujours aimé la finance et donc je me suis dit après une courte expérience que j'allais me lancer. Et en général d'ailleurs, et c'est ce qu'on a vu ce soir, il vaut mieux commencer tôt dans les entreprises entrepreneuriales, dans les aventures entrepreneuriales. Est-ce qu'on peut rappeler en un mot ce qu'est Tikeo Capital? On en parle souvent sur nos antennes aussi d'ailleurs. C'est une société d'investissement qui a été créée donc en 2004 avec 4 millions d'euros, donc beaucoup de capitaux, mais 4 millions d'euros dans l'univers financier, c'est pas grand-chose. Aujourd'hui, on a 3 milliards de fonds propres et on gère 26 milliards de capitaux. Et donc, on investit, on finance toutes sortes d'entreprises dans tous les secteurs, dans pas mal de secteurs d'ailleurs dont on a parlé ce soir. Et c'est 12 pays, 570 personnes. Voilà. Julien. Est-ce que vous pourriez nous parler de 2 ou 3 moments clés qui ont marqué l'histoire de Tikeo Capital? Quand je vais finir cette interview, je vais enlever ma cravate parce que je suis le premier ce soir à avoir une cravate, donc je me dis que je suis complètement outdated. Donc ça, c'est le dernier événement marquant. Non, d'abord, ce qui a été dit, et c'est un peu vrai pour nous et c'est vrai pour tout le monde, c'est qu'il y a une somme d'événements importants, mais il faut être tenace. Parce que c'est toujours très complexe de créer une aventure et d'essayer d'être successful. Donc je dirais, on a été marqué tout au long de notre aventure. On est maintenant un peu plus gros, on est coté, donc c'est un poil plus facile. Mais je crois qu'on a été très marqué par toute une série de choses et des tas d'anecdotes dans différents pays, dans différentes classes d'actifs, dans différentes entreprises. Donc c'est vraiment une collection d'expérience. Quelques questions, Julien, sur la situation actuelle. On sait tous que le président est en train d'annoncer de nouvelles mesures de restriction. La situation du Covid, c'est un sujet sur lequel tu souhaitais interroger Antoine. Oui, je voulais savoir quel est l'impact de la situation économique actuelle sur votre activité et de manière plus générale sur le financement de l'activité économique en France. Alors, sans être trop technique, on a une crise sanitaire qui dure, qui n'est toujours pas réglée, et on sait que la crise sanitaire entraîne un certain nombre de problématiques économiques et financières.
Donc ça a forcément un impact. Et donc ce qu'il faut, et c'est vrai pour toutes les entreprises, il faut essayer d'être diversifié pour faire face aux crises. On sort d'une crise précédente financière très importante en 2008. Et donc la manière dont on essaie d'adresser cette problématique chez Tikeo, c'est qu'on est très diversifié par géographie, par classe d'actifs, par typologie d'entreprise. Mais on pense que cette crise sanitaire, c'est un révélateur d'un peu plus de choses. Et donc on pense qu'il y aura beaucoup de turbulences dans les mois, les semaines et les années qui viennent. Mais les turbulences, c'est toujours des bonnes opportunités pour développer, pour créer, pour avancer. Donc ça risque d'être turbulent, mais aussi avec beaucoup d'opportunités. Antoine Flammarion, merci beaucoup d'avoir été merci à vous dans cette cérémonie. Je rappelle donc que vous devez recevoir le Grand Prix Expert dans la catégorie Business. Et merci également à Julien Teuret pour la qualité de son interview. Merci à tous les deux. Et donc, on va terminer cette cérémonie par le Grand Prix dauphinois, comme chaque année, le Grand Prix dauphinois 2020 qui va être remis à Marie-Claire Daveu pour Kering. Et pour remettre ce prix, c'est Emma Leblond. Je les accueille donc toutes les deux dans quelques instants après le jingle. Voilà donc, moment fort évidemment de cette cérémonie 2020, c'est le Grand Prix dauphinois. Bonsoir Marie-Claire Daveu. Bonsoir Jérôme. Les mêmes questions, votre relation, c'était quand avec Dauphine et c'était quoi? Alors pareil, ça va un peu dater puisqu'on parlait de DESS, donc c'était le DESS de gestion publique et j'ai été diplômée en 97, donc au siècle dernier. Ah oui, c'est ça, mais je connais, moi c'était même beaucoup plus tôt, hein, vous voyez, donc voilà, c'était par la branche IPJ. À vos côtés, Emma Leblond, bonsoir Emma. Même question, donc vous êtes en cours de parcours, c'est quoi votre parcours chez Dauphine? En master Affaires internationales et développement. Très bien, donc nous allons parler évidemment beaucoup de développement durable, nous allons parler de Kering. Vous avez toute une liste de questions que vous allez poser, Emma, juste après la remise du trophée du Grand Prix dauphinois, donc à Marie-Claire. Merci beaucoup Emma. Peut-être juste un mot pour vous dire que je suis à la fois très honorée et très émue de recevoir ce prix. Donc, je voudrais remercier le jury et puis je voudrais en profiter sans être trop longue, hein, vous inquiétez pas, pour dire un grand merci parce que c'est aussi ceux qui m'ont accompagnée après Dauphine. Donc, un grand merci à Alain Bougrain-Dubourg qui m'a sensibilisée à la faune sauvage, à Dauphine qui m'a appris la gestion après l'agronomie et puis aussi à Nathalie Kosciusko-Morizet, on a fait le Grenelle de l'environnement, la charte de l'environnement avant et puis bien évidemment à François-Henri Pinault qui m'a donné l'occasion de rejoindre Dauphine et le groupe Kering grâce à lui a mis le développement durable au cœur de sa stratégie. Donc je dédie aussi à tous ceux qui font que chaque jour le développement durable avance, qu'on fait attention à la biodiversité, à la lutte contre le changement climatique. Et donc j'espère à chacun d'entre vous ce soir et à travers la caméra. Voilà, donc un grand merci. Merci Emma. Vous êtes Marie-Claire dans le groupe Kering depuis quand? J'ai rejoint en septembre 2012. D'accord, donc il y a eu beaucoup de choses à faire, j'imagine, dans le développement durable. On en a parlé avec d'autres invités, c'est une thématique qui évidemment est très dans l'air du temps, très dans l'actualité, mais il y a 8 ans, si on remonte à 2012, c'était un peu, il y avait un peu de l'empallage vert, c'était tout dans les entreprises et les grands groupes. Depuis, que de chemin parcouru? Oui, alors c'est peut-être vrai pour d'autres entreprises, mais moi ce qui m'a motivé justement pour rejoindre le groupe Kering, c'est que pour François-Henri Pinault, le développement durable, c'est une évidence depuis des années. Et à la fois pour des raisons de business, mais également aussi pour des raisons d'éthique. Il est convaincu depuis très longtemps, et on n'en parlait pas, vous avez raison Jérôme, c'était pas le sujet trendy. Et pour lui, c'est vraiment quelque chose, dès qu'il a pris les rênes, ex-PPR et maintenant groupe Kering, de le mettre au cœur de la stratégie et d'avoir une ambition et de montrer aussi le chemin. Et bien après, par un certain nombre de questions qu'elle va vous poser. Est-ce que justement sur ces ambitions-là, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les objectifs concrets de Kering en termes de leur stratégie environnementale et quelles sont leurs échéances? Alors, tu as raison de poser qu'est-ce qu'on s'est assigné comme objectif quantifié, parce que c'est pas tout d'en parler, mais il faut le faire. Alors, très rapidement, nous, on a une feuille de route à échéance 2025 qui est de réduire de 40% notre empreinte environnementale, donc globale, non seulement dans nos propres opérations, mais également dans toute notre chaîne de fournisseurs, de réduire de moins 50% nos émissions de gaz à effet de serre,
d'avoir une traçabilité à 100% sur nos matières premières, ou pour prendre un sujet qui est d'actualité et qui sera sous justement les feux l'année prochaine, qui est la biodiversité, nous souhaitons en fait réduire non seulement notre impact, mais nous souhaitons aussi protéger plus d'1 million d'hectares de zones qui ont une richesse patrimoniale. Et puis un sujet qui a été évoqué précédemment et qu'on essaye vraiment de pousser, c'est le sujet du bien-être animal. Quand on est un groupe de luxe, quelque part, on lance les tendances et donc c'est vraiment important de montrer que ces sujets-là, luxe, développement durable, j'espère que ça va devenir très rapidement un pléonasme. On parlait il y a quelques instants avec Sébastien Kopp un petit peu de la lutte contre la fast fashion. Ça fait aussi partie de ce que vous prônez dans le groupe Kering et depuis longtemps. Le fait que ce sujet soit plus d'actualité également depuis 1 an, c'est un sujet qui est important pour votre groupe également. Alors, nous, ce qu'on considère, c'est qu'il faut que l'ensemble des acteurs de l'industrie textile et de l'industrie de la mode travaillent ensemble. Et justement, c'est une initiative qui a été lancée au G7 l'année dernière, en 2019, ouais. Sous l'impulsion en fait du président Macron, qui souhaitait montrer qu'il peut y avoir une mobilisation du secteur privé à côté des gouvernements sur ce type d'enjeu. Et ce qui est très intéressant avec ce qui s'appelle le Fashion Pact qui a été lancé, donc il y avait 32 groupes en août 2019, maintenant on est à 60 groupes, ce qui représente plus de 250 marques, et on a aussi bien Adidas, Hermès, Chanel, Nike, mais aussi des marques chinoises comme Rouilly, et c'est vraiment cette mobilisation collective qui va nous permettre de lutter, comme on disait, contre le réchauffement climatique, la perte de biodiversité. Et ce qui est intéressant avec le Fashion Pact, c'est qu'on représente en fait 35% en termes de volume produit de l'industrie de la mode et de l'industrie du textile, qui se sont dit collectivement, on va s'engager sur des grands objectifs environnementaux. Et je vous invite à regarder, il y a eu une présentation cette semaine, donc précisément lundi, sur le Fashion Pact 1 an après, où on a partagé la gouvernance, parce que c'est pas simple quand on est dans un groupe avec différentes marques, mais je peux vous assurer qu'il y a 250 marques, c'est aussi un vrai défi, et où on a des KPI avec des résultats très, très concrets et tangibles. Emma ? Et du coup, si le luxe et le développement durable du coup, sont conciliables et doivent être conciliés, quelle serait votre définition d'un luxe qui est responsable et qui est durable ? Alors, pour moi, un luxe qui est responsable et un luxe qui est durable, c'est un luxe non seulement où derrière vous avez le savoir-faire, vous avez le design, mais aussi le fait que, aussi bien dans les process que dans les matières premières que vous utilisez, cette notion de protection de la planète, de protection de l'environnement à chacun des stades, mais aussi la protection des gens qui travaillent dans la supply chain et pas simplement dans l'entreprise, c'est quelque chose qui est une évidence. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un certain nombre de critères, de guidelines, de faire des audits. Et c'est pour ça que je vous disais, pour moi, quand on parle développement durable, c'est quelque chose qui est vraiment inhérent à la qualité quand vous êtes dans le luxe. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que les clients, et notamment les millennials et les Gen Z, sont de plus en plus sensibles et questionnent aussi les marques de plus en plus. Et donc, ça va faire évoluer l'ensemble de la filière dans le bon sens. C'est pour ça que je vous dis, moi, en 2020, luxe et développement durable doivent vraiment être un pléonasme. Et juste, une dernière question peut-être sur la thématique Dauphine, un petit peu le lien avec les étudiants actuels et les plus anciens. Parce que justement, les étudiants actuels, ils sont peut-être plus sensibles aux thématiques environnementales et ils doivent les intégrer un peu à leur parcours et leurs ambitions de carrière. Quel message vous auriez à leur faire passer? Quel conseil pour ces étudiants? Alors, pour ceux qui ont encore la chance d'être étudiants, premièrement, profitez des enseignements à Dauphine qui sont de grande qualité. Profitez aussi de la communauté des étudiants qui est extrêmement riche. Pour ceux qui sont en train et qui vont rentrer pour prendre un job, un poste, je dirais challenger les entreprises, challenger l'industrie où vous allez, en fait, où vous souhaitez rentrer sur que fait l'entreprise en matière environnementale, qu'est-ce qu'elle fait en matière sociale.
parce que c'est aussi important de savoir que les jeunes diplômés s'intéressent à ce type de sujet. C'est un facteur de motivation pour les entreprises. Et puis, un message vraiment important pour moi, c'est quand vous prenez un poste, quand vous êtes étudiant, foncez. Bousculer les barrières. On a dit tout à l'heure qu'il y a un certain nombre d'années, quand on parlait environnement ou développement durable, on était des doux rêveurs attardés. Maintenant, quand vous voyez comment les analystes financiers, les banques plus largement s'intéressent à ce que l'on met derrière les critères ESG, eh bien, on voit que les choses changent et changent dans le bon sens. Donc, poussez. Foncez, vivez vos rêves et puis surtout restez déterminés, parce que je pense qu'entre persévérance, détermination et envie, voilà, vous aurez des beaux parcours et des parcours surtout où vous éclaterez. C'est ce qui est le plus important. Et moi, je concilie ma passion et mon travail chez Kering. Donc voilà, je suis très heureuse. Bravo, on peut applaudir Marie-Claire Daveu. Merci beaucoup. Merci encore. On peut applaudir. Donc, merci beaucoup, Marie-Claire. Merci beaucoup, Emma, donc, également, comme des autres camarades, pour la qualité de tes questions. Et on va faire donc une photo finale. Voilà, donc foncez, vivez vos rêves. C'est un peu la fin et le message de fin de cet événement. On va récapituler rapidement donc les lauréats donc des prix experts. Sébastien Kopp était le grand prix coup de cœur des étudiants. Sophie Beaupère de Unicancer, prix solidaire. Prix business Antoine Flammarion de Tikeo Capital. Et puis donc à l'instant Marie-Claire Daveu de Kering pour le Grand Prix Dauphinois 2020. Je rappelle donc qui remporte quoi. Donc quand on était un prix expert, on avait un Magnum Honora, donc un Magnum de Nicolas Feuillat, un de nos sponsors. Et j'avais oublié de vous donner avec quoi repartait chaque lauréat de la catégorie Grand Prix Espoir. Donc il y aura le trophée bien sûr, le Magnum, mais il y aura aussi une cotisation à vie de 600 € à Dauphine Alumni et puis une possibilité d'accès à l'un ou plusieurs membres du jury de Made in Dauphine, car c'est très important bien sûr. On le sait tous à Dauphine, le réseautage. On va terminer cet événement avec Christophe Chenu qui va me rejoindre pour la conclusion. Voilà, je ne sais plus s'il y a un jingle ou pas. Venez Christophe, hein, voilà, c'est plus simple. Voilà, un petit jingle. Bon, on n'a pris que quelques minutes de retard, Christophe, mais c'est toujours inhérent à ce type de soirée. Alors, bilan d'abord, on est passé voilà, il y a du réel au virtuel, ou en tout cas en ligne. Ça s'est passé comment selon vous ? La remise en tant que telle s'est très bien passée et j'espère qu'elle a été satisfaisante pour la faible audience que nous avons pu avoir pour des raisons sanitaires et pour l'audience plus importante qui nous regarde. C'est vrai qu'on a vraiment voulu tout faire pour maintenir ce prix parce qu'il faut que ça devienne un événement annuel, un événement important pour Dauphine Alumni et pour Dauphine. Et je tiens vraiment encore à remercier tous ceux qui se sont arrachés pour qu'on puisse... Et toi notamment, pour qu'on puisse transformer un événement qui devait être devant 800 étudiants à Dauphine dans cet événement Figital. Moi, je suis là à vitrine, mais il y a beaucoup de gens dans l'arrière-boutique. On peut en citer, voilà. J'ai mes antisèches. Absolument, voilà. Donc voilà, c'est un bel événement. On se retrouve l'année prochaine, on espère, en présentiel. Voilà, alors on va pas tarder à terminer parce que j'ai appris que le couvre-feu serait à partir de 21h. Ouais, mais c'est à partir de samedi. Bon, on peut encore rentrer chez nous ce soir, même après 21h. Donc oui, on va tout faire pour que l'année prochaine, enfin tout faire... On sera dépendant bien évidemment des conditions, mais pour retrouver cet événement très festif avec tous ces participants, étudiants, anciens, même corps professoral, qui se termine généralement par un cocktail où il y a beaucoup de réseautage, et j'insiste beaucoup là-dessus sur la force du réseau. Et donc c'est vrai que c'est un peu dommage en ce moment, même les étudiants ne peuvent pas se rencontrer sur les bancs de l'université, et on ne peut pas non plus faire de rencontres entre les alumni et les étudiants. Enfin tout ça est un peu frustrant quand on dirige une association de 95 000 personnes. En introduction, tu parlais de la diversité des parcours. On a vu dans les récompensés de ce soir qu'il y avait une vraie diversité, vraiment des Dauphinois. Oui, alors c'est vrai que tous les ans, on se pose la même question, mais on a trouvé des lauréats formidables cette année, il y a 1 an, il y a 2 ans. On ne va jamais retrouver le même casting l'année prochaine. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un vivier est très diversifié et qualitativement très, très bon à Dauphine, qui fait que tous les ans, les étudiants et les équipes qui travaillent sur la sélection arrivent à sélectionner 60-70 profils très diversifiés, une fois de plus, mais de très bonne qualité, pour que le jury en élise finalement 4 ou 5 dans chacune des catégories. Donc, il y en a 60 chez les experts et à peu près la même quantité chez les espoirs. Donc, c'est vrai qu'on a un vivier très important et il faut vraiment qu'on le travaille. Les remerciements. Alors, les remerciements.
Les remerciements, bien évidemment. Que de fiches, mon Dieu, je pense qu'on va être très en retard. Je vais d'abord remercier évidemment les lauréats qui ont bien voulu venir et se déplacer dans toutes ces conditions un peu compliquées et les féliciter parce qu'on est vraiment très fiers de cette sélection. Remercier ceux qui sont là et ceux qui nous suivent, mais également et avant tout toutes les équipes d'Hopscotch. Alors il y en a plein qu'on aperçoit nous derrière et les équipes qui ont travaillé depuis des semaines avec Dauphine Alumni pour monter ce programme. Merci aussi à Frédéric Bonhomme qui nous a permis d'organiser ça et donc finalement à toute l'entreprise d'Hopscotch qui s'est mobilisée. Alors il y a pas mal d'anciens de Dauphine ici aussi pour qu'on puisse faire cet événement. Bien évidemment les sponsors, et c'est là où je ne peux surtout oublier personne, la BNP, représentée tout à l'heure par Bertrand Ciseaux, EY, Robert Walters, Bruno Wildwood que nous avons vu qui est quelque part devant moi, Nicolas Feuillat, Hopscotch, je les ai cités, BFM Business par ta présence, on tient à remercier, et Le Point qui est notre partenaire média permanent au sein de Dauphine Alumni. Je ne peux pas ne pas remercier l'équipe des permanents de Dauphine Alumni, représentée ce soir évidemment dans son intégralité et dirigée par Sybille Auboineau. Le jury, qui malheureusement ne pouvait pas être dans la salle, conditions sanitaires obligent, donc qui a été prié soit d'être dans une autre salle, soit de suivre en digital. Donc je les remercie 2 fois parce qu'ils ont en plus accepté de céder leur place. Les étudiants, alors les étudiants effectivement, ils sont extrêmement importants dans l'organisation de ce prix. Ils y passent beaucoup de temps pour la sélection, pour l'organisation du jury, pour l'organisation de l'événement. Particulièrement 2 personnes les ont dirigées cette année, c'était Emma Leblond que l'on vient de voir et Paloma Vicente. Donc je les remercie encore plus que tous les autres, mais vraiment j'ai un grand remerciement à tous ces étudiants qui en plus ont été frustrés parce que l'un des plaisirs pour eux c'est de rencontrer évidemment les membres de jury, de dialoguer avec eux et autres. On n'a jamais véritablement pu le faire, ou en tout cas dans les conditions. Peut-être un after work, mais ça va un peu dépendre comment les choses évoluent, en tout cas, donc, dans quelques temps. L'université, bien sûr, et la fondation qui participent activement à l'organisation de ce prix. Et puis un spécial thank you à toi. Parce que non, mais c'est vrai que tu y as passé beaucoup de temps, tu t'es intégré dans le jury, tu as participé activement à toutes les étapes. Tu vas continuer en recevant des lauréats dans ton émission. Continuer, donc voilà, parce que vendredi, j'enregistre l'émission La France a tout pour réussir. Je pense que ça pourrait être même un des slogans de cette cérémonie. Et je recevrai en effet Marie-Claire Daveux et Antoine Repussard qui seront mes invités. L'émission sera diffusée pendant le week-end. Voilà, et je remercie tous ceux qui font en permanence la promotion de Dauphine et de Dauphine Alumni. C'est vrai que dans nos critères de sélection, évidemment, on cherche des gens performants, des gens à qui il y a eu une activité, pour qu'il y ait une activité dans l'année. Mais on aime bien aussi, ça a été le cas de Lollywood, ceux qui font la promotion de Dauphine. On les a vus sur un plateau de télé, sur Canal+, sur Quotidien, pardon, où au moins 3 ou 4 fois dans l'interview, ils ont fait référence à Dauphine, à ce que ça leur avait appris, au fait qu'ils avaient tous travaillé dans des grandes entreprises, mais qu'ils avaient préféré, via Chanel 9, se retrouver, enfin tout ce qui a été raconté ce soir. Donc on aime bien quand les grands anciens parlent de nous. On a souvent des doubles formations et parfois, quand on est ingénieur plus Dauphine, on se sent peut-être plutôt ancien de son école d'ingénieur. Donc on a besoin que vous portiez la parole, l'image de Dauphine partout où vous passez et que vous fassiez la promotion de Dauphine Alumni. Parce qu'aujourd'hui, 95 000 étudiants alumni, certes, mais seulement 30 000 d'entre eux ont mis à jour leur profil sur dauphinealumni.org. Donc on se fixe comme objectif dans les années qui viennent d'arriver à 50 000. Donc il faut en permanence parler de Dauphine. Et moi, je vous fais le pari que lorsque vous allez dans un dîner, quand vous pourrez aller dans un dîner prochainement, et que vous parlez de Dauphine, il y a toujours quelqu'un autour de la table qui dit « Ah, t'as fait Dauphine, moi aussi ». Voilà, donc on en retrouve partout. Mais et il faut les motiver à nous rejoindre. En quelques secondes, une petite anecdote. Moi, j'ai rejoint du coup, en fait, Dauphine de fait par l'IPJ, puisque je suis un diplômé de l'IPJ, l'Institut pratique de journalisme en 92, qui a rejoint Dauphine, je crois, il y a une dizaine d'années. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de l'importance du réseau Dauphine. Parce qu'il y avait un réseau IPJ qui vivotait, et bien il vit beaucoup plus fort grâce au réseau Dauphine de manière plus générale. Et j'ai la chance de donner des cours à l'IPJ et je vois la fierté des étudiants de l'IPJ se dire on fait partie de la galaxie Dauphine. Et ça a changé par rapport aux anciennes promos, ils étaient dans une galaxie plus restreinte. Là, ils sentent qu'ils sont dans un bel et solide environnement. Donc bravo vraiment au réseau des anciens et bravo donc à toi, Christophe. Un remerciement juste encore, parce qu'à ta place aurait dû se trouver Leslie je ne fais que remplacer. Président, mais très bien, présidente du jury donc, de cette édition 2020. Donc voilà, donc merci à elle pour tout ce qu'elle a fait avec tous les membres du jury. Merci évidemment donc à toi pour ton rôle côté alumni. Un mot de la fin, ou est-ce qu'on a terminé ?
Un mot de la fin, j'aimerais vous dire le bar est ouvert, mais non, il n'est pas ouvert. Donc, le mot de la fin, c'est croisons les doigts pour que l'année prochaine, le bar soit ouvert. Un petit mot de la fin sur Dauphin News qui sortrait également. Oui, alors vous trouverez, pour ceux qui sont là, et pour ceux qui ne sont pas là, vous le trouverez en ligne, le numéro de Dauphin News dans lequel il y a l'interview de l'ensemble des lauréats de ce soir et beaucoup d'autres choses, notamment cette période Covid vue par les grands profs de Dauphine. Donc Dauphin News, c'est une autre de nos fiertés. C'est vrai qu'on a réussi, grâce au soutien économique d'anciens de Dauphine également, qui passent des pages de pub, à lancer un magazine qui devait sortir 3 fois cette année. On en a supprimé un, confinement oblige, et qui permet de créer toujours ce lien et ce réseau et de parler des anciens aux anciens et des anciens aux étudiants et de créer cette communauté. Vous le retrouvez donc en ligne puisque ça va être compliqué de vous le donner directement. Merci beaucoup Christophe, merci beaucoup donc à tous pour cette édition évidemment si particulière. Donc vous le savez, on va passer en mode couvre-feu d'ici peu. C'est pas très agréable, mais on espère très sincèrement que cette soirée même en ligne, même en digital, s'est très bien passée. Surtout, on espère vous retrouver en 2021 à Dauphine, Porte Dauphine dans son grand amphi parce qu'on en a vraiment marre de cette crise et on espère vraiment qu'on se retrouvera tous en présentiel, en physique dans un an. Bonne soirée, à bientôt. Merci.